Ah, le visa USA. Mehdi, c'est ça? Mehdi, merci beaucoup d'avoir posé la question. Elle est catastrophique, cette information. Allez, merci beaucoup, Mehdi. À partir du 21 janvier prochain, les États-Unis d'Amérique ont classé l'Algérie avec 38 pays qui seront obligés, dont les ressortissants seront obligés à payer une caution qui peut aller de 5 000 $ jusqu'à 15 000 $ pour obtenir les visas américains. C'est un système de caution. C'est comment le système va fonctionner. Tu payes 5 000 à 15 000. Ça dépend est-ce que c'est un visa B1 ou un B2, c'est-à-dire visa touristique ou visa d'affaires. Et si tu pars aux États-Unis et si tu brûles pas ton visa, et si tu reviens aux États-Unis le plus normalement du monde, ta caution te sera restituée. Sauf que 5 000 à 15 000, c'est énorme. 5 000 à 15 000, 5 000 $ en Algérie, c'est une fortune. Je mets à la grippe 120 millions. Aux 15 000 $, j'en parle même pas là, 300 000, faut 300 millions. Donc c'est une fortune énorme. Et dans cette liste, sur cette liste, des pays qui ont été, à partir du 21 janvier, concernés par cette mesure de sanction, il y a d'autres mesures, hein. Il n'y a pas que la caution. Il y a des entretiens personnalisés, les consulats, les services du consulat américain peuvent enquêter sur vous, sur les ressortissants algériens qui demandent le visa américain. Ils doivent analyser tous leurs réseaux sociaux. C'est par exemple, tu dis des propos très critiques ou là des positions politiques un peu controversées, on peut te refuser le visa. C'est vraiment le visa américain, il a été extrêmement durci et restreint aux Algériens et aux Algériens. En Afrique du Nord, il y a que les Mauritaniens et les Algériens qui ont été inclus sur cette liste. Cette liste n'englobe que des pays pauvres et des pays en grave difficulté. On a des pays en crise comme le Zimbabwe, comme etc., comme le Soudan. Je vais vous donner la liste si vous voulez. On en a parlé hier, on a fait hier une émission. Je vous invite à la revoir d'ailleurs. Elle était vraiment très intéressante puisque nous avons expliqué tout ce sujet. Voilà, la liste. Il y a le Venezuela, l'Ouganda, Tadjikistan, Malawi, Gabon, Guinée, Burundi, Angola, Bénin, l'Algérie. Je respecte tous ces pays-là, mais c'est la majorité de ces pays-là où c'est des pays qui sont en crise, sous embargo américain comme Cuba, où là c'est des petits pays comme Fidji, etc., où là c'est des pays pauvres comme le Kyrgyzstan, le Malawi, certains grands pays comme le Nigeria, ou là la Côte d'Ivoire. En réalité, les Américains ont sanctionné les pays dont les ressortissants, quand ils partent aux États-Unis d'Amérique, ils deviennent des migrants clandestins. C'est-à-dire, ils prennent le visa américain et hargo. Ils restent pas, ils retournent pas en Algérie. Ils retournent pas dans leur pays natal. Et c'est le cas, c'est vrai que c'est le cas des Algériens, Après, il y a beaucoup d'Algériens, moi, que je connais, des connaissances. Ils prennent le visa américain et hargo. Hargo mais oulouche. Donc les États-Unis ont sanctionné ces pays-là parce que les autorités américaines estiment, à travers le département d'État américain, que l'Algérie, comme les autres pays, ne coopère pas de façon efficace en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Mais il n'y a pas que ça. C'est des pays que les Américains ne considèrent pas comme des pays respectables, comme des pays stables, comme des pays sérieux. Et l'Algérie, normalement, on a toujours eu des bonnes au pouvoir, elle n'aurait jamais eu cette décision qui stigmatise les Algériens et les Algériens, n'aurait jamais pu être là. Elle n'aurait jamais pu être décidée, elle n'aurait jamais pu être mise en vigueur. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Bouteflika, il avait de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique, il a déjà été reçu à Washington. Tebboune n'a jamais été reçu à Washington, n'a jamais été reçu par un président américain. Il est perçu comme un président bizarre, anormal, faible, etc. Une fois il est avec la Chine, une fois avec la Russie, une fois il est avec la France, une fois il est contre la France, une fois il veut être avec les États-Unis d'Amérique, et ça crée voilà, c'est un président qui n'inspire pas confiance aux grandes puissances. Normalement, la diplomatie algérienne, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, elle est partie, elle a fait une rencontre, elle a été reçue pour une audience d'adieu, pour dire adieu à Abdelmadjid Tebboune parce qu'elle quitte l'Algérie. Elisabeth Morobine, qui est une grande amie à l'Algérie, Tebboune aurait pu, avant qu'elle parte, lui demander d'intervenir auprès des autorités américaines pour retirer l'Algérie de cette liste. Ou que fait l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Bourkadoum? Bourkadoum, il y a 2-3 mois, j'ai salué sa compétence. Mais là, Sabri Bourkadoum, il a complètement merdé. Il n'a jamais été à la hauteur. Et donc Bourkadoum, il a laissé faire un tel projet. L'Algérie, les ressortissants algériens sont gravement et dangereusement stigmatisés. Et enfin, une caution choc de 5 000 $ jusqu'à 15 000 $ pour pouvoir aller aux États-Unis d'Amérique, ça se fait pas.
Ça se fait pas. Sabri Bourkadoum, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'a pas demandé audience à Marco Rubio, aux responsables du département d'État? L'Algérie, elle a les moyens de recourir à des lobbyistes ou de faire du lobbying auprès des États-Unis d'Amérique pour dire que voilà, que c'est une décision qui est injuste. C'est une décision qui est injuste. Et de deux, on dit que l'Algérie ne coopère pas. C'est pas vrai. En matière de coopération antiterroriste, l'Algérie coopère. Moi, j'ai pas souvenir que l'Algérie ne veut pas récupérer ses ressortissants aux États-Unis d'Amérique. La relation entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique, elle est complètement différente de la relation entre l'Algérie et la France. L'Algérie n'a jamais fait du chantage migratoire. D'abord, le nombre d'Algériens et d'Algériens qui partent en haraga aux États-Unis d'Amérique il n'y en a pas beaucoup, c'est quelques dizaines. Franchement, et à chaque fois que les États-Unis d'Amérique ont voulu expulser des Algériens ou des Algériens, le régime algérien, que ce soit à l'époque de Tebboune, à l'époque de Bouteflika, tu peux pas dire non aux États-Unis. Si tu dis non aux États-Unis, tu as rapidement des sanctions, des problèmes. Mais c'est pas la France ou l'Espagne, ça c'est les États-Unis d'Amérique. Donc moi j'ai pas compris ce classement de l'Algérie, dans cette catégorie des pays qui seront discriminés, stigmatisés, ou dont les ressortissants sont obligés de payer une caution choc de 5 000 à 15 000, c'est anormal. C'est vraiment anormal. Elle est anormale et cette décision, pour moi, elle est injuste et son application traduit le désaveu, l'impopularité, l'impuissance du régime Tebboune à défendre les intérêts du pays et les intérêts de notre peuple. Ahlan wa sahlan, ya jama'at al-khair. Marhaba bikum, tapotez, good live s'il vous plaît, good live pour ne pas laisser les perturbateurs nous signaler. On va prendre d'autres questions. Good live s'il vous plaît, merci beaucoup parce qu'ils veulent nous signaler, ils sont en train de saboter notre live et il faut qu'on soit très nombreux et partager maximum. Les grèves, alors voilà, les grèves, merci beaucoup, on en a parlé tout à l'heure. On vous a fait une émission tout à l'heure, juste avant ce live, et avant le match du Maroc, pour parler de la logique autoritaire. C'est très grave, je dirais, les grévistes. Je vous assure l'équipe, il y a une 50aine d'arrestations. Il y a une 40aine d'emprisonnements, de chauffeurs de bus et de chauffeurs de camions et de militants, comme le militant de Westsouf dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a été emprisonné et placé en détention provisoire parce qu'il a documenté les grèves des transporteurs. Il nous disait que le régime Tebboune n'a pas de problème avec la population ou n'a pas de problème quand on s'exprime sur les questions économiques et sociales. Moi, les partisans, les intermédiaires, les émissaires du régime Tebboune, quand ils nous contactent pour nous faire taire, ou pour dialoguer avec nous, pour négocier avec nous, je suis après une politique, ne dis pas de mal du président Abdelmajid Tebboune, ne dis pas du mal, ne critique pas Saïd Chengriha, l'institution militaire, et tu peux parler sur tous les sujets, t'as pas de problème. Ok. On nous disait que le problème du régime Tebboune, c'est juste le hirak, la démocratie, les libertés fondamentales, les droits de l'homme, etc. Alors, pourquoi quand des grévistes, les camionneurs ou les chauffeurs de bus, ils n'ont pas réclamé la démocratie, ils n'ont pas réclamé le retour du Hirak, ils n'ont pas réclamé le départ de Tebboune et le départ de Chengriha. Ils ont juste fait une grève pour réclamer et pour défendre leurs droits sociaux. Pour défendre et réclamer leurs droits sociaux. C'est-à-dire, ils étaient contre les nouvelles amendes financières au montant faramineux qui leur sont imposées par le nouveau code de la route, et ils étaient contre l'augmentation brutale des prix des carburants. Ce sont des revendications sociales. Ce ne sont pas des revendications politiques. Où je dis le régime Tebboune face à ces revendications sociales. D'abord, il n'a pas reconnu la légitimité de ces grèves. De deux, il a instruit les services de sécurité d'arrêter les grévistes et de les placer en détention. Il a instruit les juges de les placer en détention quand ces grévistes diffusent des vidéos sur les réseaux sociaux pour défendre leur grève et pour appeler au maintien, pour faire la promotion de leur grève. En plus, les médias sociaux ou les internautes ou les lanceurs d'alerte ou les activistes qui ont soutenu les grévistes ou qui ont documenté les grévistes sur les réseaux sociaux ont été arrêtés, ils ont été placés en détention. Et par la suite, on leur a envoyé des éléments dans les renseignements généraux pour les menacer. Les commerçants, ils voulaient faire grève le 8 janvier, on les a diabolisés, on leur a dit attention, vous faites grève, on les a menacés, on leur a envoyé les renseignements généraux pour leur dire si vous faites grève, les impôts vont vous faire des redressements, vous allez payer des amendes, vous allez entrer en prison. Et le régime Tebboune, il a utilisé la même logique qu'avec le Hirak et les opposants politiques. Il l'a utilisé avec comment on appelle ça, les grévistes et les chauffeurs de bus et de camions. La logique autoritaire.
La logique autoritaire, la dictature. Dire grève, ندخلك الحبس. تهضر على tes droits sociaux, économiques, ندخلك الحبس. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce régime n'a pas de problème uniquement avec la démocratie. Il a un problème avec toutes les Algériennes et les Algériens qui osent réclamer leurs droits. Moi, je suis camionneur et j'ai fait grève. من حقي d'abord, je fais grève. من حقي. C'est mon camion, c'est mon bus. Je ne veux pas travailler, je ne me sens pas écouté, je ne me sens pas considéré, je ne me sens pas respecté. Au nom de quoi vous me mettez en prison? Au nom de quoi vous m'envoyez les renseignements généraux pour me menacer? Au nom de quoi vous instruisez les gendarmes, les services secrets? Même les services secrets, on les a mêlés à ça. Vous imaginez, on a demandé à la DGSI, au renseignement intérieur algérien, d'enquêter sur les grévistes et de les identifier sur Internet et de les menacer et de les arrêter. C'est grave. Grave وعيب. هذو سي دي كاميون، هذو ولاد الشعب. هذوكم les camionneurs, les chauffeurs de bus. C'est الطبقة الكادحة كما نقولوا احنا بالعربية. C'est-à-dire, c'est vraiment la population, c'est la classe la plus inférieure de la population. C'est les gens qui sont pas instruits, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, qui souffrent, qui sont issus des régions les plus éloignées du pays, qui sont originaires des quartiers populaires, les villes les plus pauvres. يعني الناس مهابل، الناس يعني الناس ضعاف، يعني مغلوب عليهم. المهابل, ce sont les dirigeants algériens, comment ils se comportent avec eux. Avec une logique autoritaire. Sur Tebboune, il leur dit, je vous écrase. Vous faites grève, je vous écrase. Vous demandez vos droits sociaux, je vous mets en prison. Donc ce régime n'a pas de problème uniquement avec la démocratie. On a effectivement brisé ces grèves. Mais à quel prix? Une semaine de grève, plus de 300 millions d'euros on a calculé les pertes, plus de 300 millions de dollars de pertes pour l'Algérie. 300 millions de dollars de pertes, quand même, la facture elle est salée, des emprisonnements, des menaces, une logique d'affrontement. Donc, il y en a deux mahabit le régime Tebboune. Vous pensez que ça va aller jusqu'où? Vous pensez qu'avec la menace et l'intimidation et la violence, vous allez résoudre tous les problèmes du pays? Au contraire, on va les aggraver, ces problèmes du pays. On va les aggraver. La peur, le chantage ne marche pas. À un moment donné, les Algériens, ils vont exploser. Parce que, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, revoyez là, s'il vous plaît, à l'émission d'Internet, 2026, c'était la dernière émission avant qu'on commence ce live. 2026 sur la marche forcée vers la logique dangereuse de l'autoritarisme du régime Tebboune. Quand on répond à toutes les revendications politiques, sociales, économiques par la violence, on est en train de faire quoi? On est en train de générer, d'alimenter et de provoquer et de ramener l'opinion publique vers la violence. Vers la violence. C'est-à-dire, on est en train de dire aux Algériens et aux Algériens qu'il n'y a que ce régime ne comprend que la violence. Donc, un jour, les Algériennes et les Algériens vont péter les plombs et vont devenir violents. Ou avec le hirak pacifique. Quand il y a des émeutes, des affrontements, ils vont les quoi lèche. Tu réprimes, pour une vidéo, pour un message sur les réseaux sociaux, pour une grève, pour un droit social, tu mets quelqu'un en prison. Et tu demandes ensuite à la population de ne pas être violente. Non, il faut, la logique autoritaire, la dictature, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Aucun pays au monde n'a réglé ses problèmes économiques et sociaux avec la dictature. Même dans les, j'ai été en Chine. La Chine, la Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan, c'est des systèmes autoritaires. Mais même ces systèmes autoritaires, ils gardent une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre pour les libertés économiques. En Chine, les entreprises peuvent parler, les travailleurs peuvent parler, on peut parler de ses droits sociaux, de la liberté d'entreprendre. En Russie, c'est la même chose. Une dictature qui réglemente ou qui régit l'économie avec la violence et la persécution, c'est une dictature qui crée la pauvreté, qui alimente la pauvreté, qui crée la pauvreté. Et c'est pour ça que le pays, ce pays se devient sous-développé. Voilà ce qu'on peut dire sur les grèves, si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à dire good live, s'il vous plaît, pour suspendre les signalements et partager ce live au maximum. Alors, Moha BNH, mais quels sont les impacts économiques causés par cette grève? Je l'ai dit, le chiffre, Moha. 300 millions de dollars de pertes. Ça, c'est une facture minimale. Minimaliste. 300 millions de dollars. Et en réalité, le chiffre dépasse les 500 millions de dollars.
Tu as des milliers d'Algériens et d'Algériens qui sont pas partis travailler. Il y a eu des chômages techniques. Il y a eu des pénuries d'huile qui se sont installées. Il y a eu des pénuries de, comment on appelle ça, des pénuries de sucre qui ont commencé à s'installer. Il y a eu des entreprises qui n'ont pas pu travailler. Il y a eu des commerces qui n'ont pas été alimentés et distribués. La facture réelle, elle dépasse les 500 millions de dollars. Les 300 millions de dollars que nous avons avancés de cela 2 jours, c'est une évolution, là, c'est une évaluation, mais vraiment minimaliste. Maintenant, calcule le coût, Moha, calcule le coût pour une entreprise dont les travailleurs, dont les employés n'ont pas pu rejoindre leur poste de travail. Une femme de ménage, elle n'a pas pu rejoindre son lieu de travail, ça perturbe le fonctionnement de l'entreprise. Un comptable, un ingénieur, tout le monde n'est pas véhiculé en Algérie, vous savez très bien. Le véhicule en Algérie, c'est quoi? C'est un objet de luxe. C'est un objet de luxe. Surtout maintenant, le véhicule est plus que jamais un objet de luxe. Donc malheureusement, les Algériens, comment dirais-je, cette grève des transporteurs, elle a paralysé le pays, elle a paralysé des secteurs entiers. La facture finale, si on fait les comptes de façon rigoureuse, ça dépassera les 500 millions de dollars. Ce qui est quand même pas rien, c'est quand même un budget important. Algérie, Museum, Nasreddin. Arrêtez vos mensonges et regardez-le bien. Je ne sais pas de quel mensonge tu peux nous parler, Algérie, Museum, Nasreddin. Est-ce que tu peux nous préciser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a semblé, que nous avons raconté, que nous avons révélé, qui t'a semblé dans le mensonge, etc. J'aimerais bien t'éclaircir sans aucun souci. Alors, KB, tu étais toujours un mercenaire au service des oligarques et maintenant tes clients ont changé. KB, les oligarques, c'est moi qui les a dénoncés. Celui qui a révélé les affaires à l'étranger de Ayoub SU, c'est Abdou Semmar. Celui qui a révélé les affaires de Ali Haddad en Angleterre et à l'étranger, c'est Abdou Semmar. Celui qui a parlé de Rabrab et de ses affaires à l'étranger et en Algérie et de ses privilèges fiscaux et parafiscaux, c'est Abdou Semmar. Celui qui a fait tomber Benamor, c'est Abdou Semmar. Celui qui a fait tomber Abdelmalek Sahraoui, c'est Abdou Semmar. J'ai eu qu'un ami, je l'assume, Khoya Kabe, c'est Mahidine Tahkout, qui était un ami, qui m'a soutenu quand ce que j'ai créé Algérie Part, et qui est pour moi un grand créateur de richesse, et qui est pour moi différent de Rabrab et des autres par exemple, parce que Tahkout il est parti jusqu'à Tieret créer des emplois. Une Tieret, une wilaya que ton Tebboune et que ton Shengriha n'ont toujours pas visité. Mahidine Tahkout que vous insultez, qui a été mis en prison, c'est le seul. Je l'ai accompagné dans un reportage et c'est ce jour-là qui m'a convaincu. Il est parti à Tieret, l'une des wilayas les plus pauvres d'Algérie, l'une des wilayas qui exporte le plus de haragaf à l'étranger et qui a ouvert une usine et c'est lui qui recrutait les jeunes de Tieret en personne parce qu'il a découvert qu'il y a des gens, qu'il y a des recruteurs qui prenaient des pots de vin. Et j'étais là, j'ai vu de mes propres yeux comment des personnes très pauvres à Tiret ont été recrutées par l'usine de Tahkout qui était la seule avec celle de l'armée nationale et populaire. Donc les oligarques qui ont créé des emplois et qui m'ont semblé sincères, je les ai soutenus et je n'hésiterai pas à les soutenir. Les oligarques qui m'ont semblé être dans le mensonge, dans le vol, dans le trafic, je les ai dénoncés. Je les ai dénoncés. Ou alhamdoulilah, il n'y a plus d'oligarques aujourd'hui. Il y a Algérie partie là. Ou Abdou Semmar Wahna. Donc normalement, si je suis ton raisonnement, les oligarques sont partis. Normalement, je devrais disparaître. On est plus connu que jamais. On n'a jamais eu une aussi grande audience. On n'a jamais eu beaucoup d'abonnés. Et on n'a jamais été aussi influent. Donc, à un moment donné, il faut changer ce discours. Oui, quand les oligarques font du bien pour l'Algérie, j'en parle et je le dis. Quand les oligarques dérapent et dérient et causent et violent l'intérêt général, je le dis et je le répète. Maintenant, je le dis, je le répète. Malgré toutes mes divergences, toutes les critiques que j'avais formulées contre Rabrab, Ali Haddad, les frères Konineuf, ou les Ben Hamadi, ou les, comment on appelle ça, les Ayoub Essou, l'Arbaoui, Takia, Tabatana, etc. Malgré toutes ces critiques-là, je dis que l'emprisonnement des hommes d'affaires et des oligarques algériens a été une catastrophe pour l'économie nationale. Ça a été une erreur. Les hommes d'affaires, quand ils se trompent, on les soumet à des redressements fiscaux, ils payent des amendes. On a détruit des entreprises privées qui ont créé des milliers d'emplois. Un tel Yom Kabe, tu peux même pas avoir un pneu. Quand le Tahkout avait
son usine à Tiaret, quand l'Arbawi avait son usine à Kia, quand l'Ulmi, que j'ai dénoncé, sur lequel j'ai écrit, et malgré tout son usine à Sovac, on trouvait des pneus, des pièces détachées et des voitures. Maintenant, vous, il y a KB, ou la, comment, je t'ai quel KB, mais je te respecte, il y a KB aujourd'hui, ces pneus. Tu peux même pas acheter une Maruti. Tu peux même pas acheter une Maruti, tellement elle coûte 3 fois, 4 fois plus cher. Tu peux même pas te l'offrir. Alors, pour que les oligarques, Maruti, c'était la voiture du pauvre. On pouvait acheter des Ibiza et des Polo, etc. Donc, à un moment donné, oui, il faut remettre les choses à leur juste. Il faut resituer les choses. On a été extrêmement injuste à l'égard de ces oligarques. L'oligarchie, quand elle sert l'économie nationale et quand elle sert le pays, elle est supportable, elle peut même être défendable, je dis bien, elle peut être même défendable, mais l'oligarchie, quand elle viole l'intérêt général, elle est à dénoncer et à condamner. Et merci pour la question malgré l'accusation infondée. Alors, Zoukan, est-ce que tu vas parler du journaliste qui est emprisonné à Tizi Ouzou? J'en ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure dans l'émission, Khoya Zou. J'en ai parlé dans cette émission. 2026, où la marche forcée vers la dangereuse logique de l'autoritarisme. Et j'ai donné le nom de ce journaliste, effectivement. J'ai parlé de lui, j'ai donné son nom, etc. Et je redonnerai son nom. Il s'agit LS Dethili, qui est un écrivain aussi, qui a été placé en détention. Et j'ai même rendu hommage à sa femme et ses 2 enfants qui vivent avec courage et dignité leur détresse. J'en ai parlé et j'en parlerai encore. Je parlerai de tous les détenus d'opinion, de tous les détenus politiques en Algérie, qu'ils soient de Tizi Ouzou, qu'ils soient de Beskra, qu'ils soient de Marnia, qu'ils soient de toutes les régions du pays. Maintenant, s'il y a des cas où il y a des personnes dont nous n'avons pas entendu parler, je l'ignore. Quand j'ignore, vous savez, je ne suis pas au courant de tout. Quand il m'arrive de me tromper, corrigez-moi. S'il y a un détenu d'opinion ou là un détenu politique, dont j'ai pas évoqué le parcours, dont j'ai pas évoqué les souffrances, vous pouvez nous adresser un message. Ayajma, est-ce que vous avez d'autres questions? Ahmed, est-ce que Tebboune prend au sérieux les rapports des renseignements? Pas du tout. Ahmed, merci beaucoup pour la question. Vous savez que les services de renseignement en Algérie font leur boulot. C'est pas les services d'aujourd'hui, ce n'est pas les services d'avant. Il faut savoir que le problème des services secrets algériens aujourd'hui, c'est qu'ils c'est-à-dire ils ont perdu leur crédibilité, ils ont perdu leur influence. Il faut savoir, Ahmed, que nous n'avons pas un patron des services secrets depuis 2019. C'est un cas inédit dans l'histoire de l'Algérie. Ça, je suis le seul à le relever. Personne n'en parle. On n'a pas un patron des services depuis 2019. On a des services qui sont divisés. L'intérieur, le renseignement intérieur, il a son patron, c'est Général Hassan aujourd'hui. L'extérieur, le renseignement extérieur, c'est Général Sadr. Le renseignement militaire, il vient de changer. Un général méconnu, mais bon. Le renseignement militaire, c'est interne à l'armée, c'est pas très connu. Nous avons la DGRPT, le renseignement technique. Il n'y a pas de patron des services. Les services secrets font leur boulot dans la mesure quand il y a une menace, ils l'exposent à Tebboune. Les services secrets, ils ont des Abdelghani Rachdi, l'ancien patron du renseignement intérieur, qui a été par la suite patron du renseignement extérieur, a fait des propositions à Tebboune. Il lui a dit, ça serait bien qu'on arrête les emprisonnements et qu'on se réconcilie avec les opposants, qu'on essaie d'adopter une autre approche, une approche de dialogue. Les bulletins de renseignement qui sont communiqués à Tebboune disent que les Algériens s'appauvrissent, qu'il y a une montée de la colère sociale, que dans la loi de finances 2026, elle est nocive, qu'elle est nuisible, que les Algériens n'ont plus le pouvoir d'achat pour pouvoir affronter les nouvelles taxes qui vont être mises en application. Ils font leur boulot, ils informent Tebboune, mais Tebboune ne respecte pas les services, ne les prend pas en considération. Il faut savoir que Tebboune, comme Chengriha, ils ont une vision très négative du service secret. Pourquoi? Parce que Tebboune, comme Chengriha, ils pensent que les services secrets ne seront pas loyaux, que c'est eux qui alimentent les opposants à l'étranger, qui alimentent les journalistes à l'étranger qui critiquent le régime algérien. Ils raffoment les services. Pourquoi il n'y a pas un patron des services? Parce que Tebboune et Chengriha ont peur d'avoir un patron des services qui va les obliger à partager le pouvoir avec lui et qui va les obliger, qui va les obliger à adopter une certaine conduite ou à faire des concessions qu'ils n'ont pas envie de faire. Je vous ai toujours dit que le régime algérien, l'Algérie, elle est stable quand le régime algérien a ses 3 têtes qui fonctionnent normalement. C'est quoi les 3 têtes du régime algérien? La présidence de la République, l'état-major de l'ANP, l'armée nationale et populaire, et les services secrets.
c'est ça le régime algérien, c'est les trois têtes. C'est un monstre à trois têtes. Quand les trois têtes se collaborent, coexistent et comment dirais-je, coexistent harmonieusement et échangent et travaillent et collaborent correctement, le pays il est stable. Comme c'était à l'époque de Bouteflika. Il y avait une présidence forte, Abdelaziz Bouteflika. Il y avait un état-major de l'armée nationale et populaire qui est fort, Ahmed Gaïd Saleh. Il y avait les services secrets, Général Tawfiq. Le pays il était stable. La preuve qu'on était stable. On a survécu au printemps arabe. Et le printemps arabe n'a pas ébranlé l'Algérie. Qu'on le veuille ou non. On a survécu aux menaces de Daesh. Daesh, rappelez-vous le nombre important de Tunisiens qui sont partis rejoindre Daesh. Comment Daesh s'est implanté en Libye, comment elle s'est implantée au Sahel. Elle s'est pas implantée en Algérie. On a gagné la bataille contre Daesh. Et je peux vous citer d'autres cas. Le pays était stable contre les trois têtes. Mais à partir du moment où nous avons déglingué les services secrets, nous avons affaibli les services secrets algériens, il n'y a même pas de patron des services secrets parce que le duo Chengri Tebboune, ils ont peur des services. Ils savent très bien que les services secrets n'approuvent pas leur mode de gouvernance, n'approuvent pas la dictature absolutiste, n'approuvent pas comment on appelle ça, la répression généralisée, la persécution généralisée des libertés publiques. Les services secrets algériens ont toujours été dans l'intelligence, c'est-à-dire trouver, manipuler, séduire la société civile pour trouver toujours un terrain d'entente. Ils sont dans le compromis. Les Chengri ils sont pas dans le compromis. Ils grèvent, dès une grève, ils دخلك الحبس. Tu rentres en prison. Tu fais une manifestation, ils دخلك الحبس. Tu pars sur Facebook, ils دخلك الحبس. Il y a aussi des Marocains, oui, à Koto, il y a plus de Marocains qui ont rejoint Daesh que d'Algériens et d'Algériens. L'Algérie était pratiquement le seul pays du monde arabe et musulman où il y a eu le moins de recrutement de Daesh à l'époque du régime de Bouteflika. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du général Tawfiq, à l'époque de Ahmed Gaïd Saleh, le pays était tenu. Faut dire la vérité. Merci encore, Ahmed, et j'espère que j'étais clair avec toi. Abdelmajid Tebboune ne tient pas en compte des rapports. Sinon, ça fait longtemps qu'il aurait pris des bonnes décisions. Tebboune ne tient que des rapports, que des propositions de son entourage. Boualam, Kamel Sidi Saïd, ses enfants, notamment Mohamed Tebboune, son fils, et quelques collaborateurs, son secrétaire particulier Hamada Chamiroj. Le pouvoir Tebboune, il est extrêmement restreint. Il est fermé sur lui-même, il est extrêmement restreint. C'est pour ça Tebboune a de fausses données. Quand on a de fausses données, on prend des mauvaises décisions, parce que la décision elle est fausse. Et Abdelmajid Tebboune, quand tu lui fais un rapport où tu lui dis, etc., qu'il compte pas, ou là, et que ça, qu'il connaît pas, ou là, etc., franchement, Tebboune s'énerve. نحكي لكم حكايه سيدي ها. Chavir Msbah. Mehdi, je t'ai pas oublié. Parle-nous du SG du LND. Mehdi, franchement, le SG du LND, il compte pour du beurre. Mais c'est même pas un sujet intéressant. Hadou les SG du LND et du FLN, hadou c'est des poupées, c'est des marionnettes. Ils n'ont aucune influence. Hadou c'est des clowns. Le SG du LND, c'est celui qui leur a dit, voilà, nous avons des pommes. L'Algérie va bien parce que nous produisons des pommes. La pomme existe à Betna depuis des siècles. Donc les pays, même en Afghanistan, il y a des pommes. Même dans les pays en guerre, il y a des pommes. Est-ce que la pomme aux États-Unis, c'est Apple? Ça, oui, c'est un signe d'avancement, de technologie, de progrès. Le SG LND, voilà la pomme. La pomme, c'est un signe. Non, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui n'est même pas intéressant. C'est un clown. On utilise des clowns pour amuser la galerie, pour créer des polémiques, pour détourner l'attention. Les Bengrina, les SG du LND, du FNN, le SG du FNN. Allez voir quand il était en Chine l'année dernière, comment il a parlé dans un français cassé, dans un tbehdi. C'est des gens, je les nommerai même pas receveurs dans un bus. Donc c'est même pas intéressant de parler d'eux. Ils n'ont aucune influence. C'est même pas des acteurs clés du pouvoir. Je voulais vous parler d'une histoire pour que vous compreniez le tempérament de Tebboune. Alors, l'essence est gratuite en Algérie, Algérie Museum, Nasr ad-Din, et tout le monde roule en belle voiture. Mais je sais pas si tu vas trouver. Déjà, est-ce que tu peux rouler en Marotti? C'est déjà énorme. Trouver une belle voiture. Algérie Museum, merci d'avoir abordé le sujet. Tahadi d'essence, il est gratuit en Algérie et très cher ailleurs. On a déjà fait une émission importante et j'aimerais bien, merci beaucoup parce que attendez le sujet de, je sais pas si Algérie Museum fait de la provocation ou il pose une question sérieuse. Mais en tout cas, marhaba bik, Algérie, il veut provoquer, c'est son droit, tant qu'il n'insulte pas, marhaba bik, nous sommes des démocrates, on n'est pas là pour censurer ou pour faire quoi que ce soit.
s'il vous plaît, il y a 6 jours, on vous a fait cette émission qui n'a pas beaucoup marché. Parce que généralement, les émissions, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup d'explications scientifiques, ne marchent pas beaucoup. Ne marchent pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ne marche pas beaucoup, ça veut dire ne suscite pas autant de buzz. Elle ne marche pas beaucoup sur les pays. Elle ne suscite pas beaucoup d'intérêt. Alors cette émission elle est importante. Ailleurs, c'est plus cher. L'argument malhonnête pour faire taire et manipuler les Algériens et les Algériens. Hadi l'émission, regardez là. On a expliqué que les prix du carburant en Algérie, ils sont pas chers, ils sont bas. Effectivement, en France, ils sont 700% plus chers. En Tunisie, c'est 400% plus cher. D'abord, c'est normal. Nous produisons du pétrole et du gaz. Nous produisons du pétrole et du gaz. Donc, un pays qui produit du pétrole, c'est normal. C'est tout à fait normal que les carburants coûtent moins cher, que l'essence coûte moins cher. Ça serait vraiment, le pétrole est une richesse du peuple. C'est une richesse nationale. Donc, la part des Algériens et des Algériens dans cette richesse nationale, ce sont des carburants qui sont subventionnés. Maintenant, quand on compare les prix, c'est malhonnête. C'est malhonnête, Algérie Musulman. Pourquoi c'est malhonnête? Parce que tu ne faut pas comparer les prix. Il faut comparer les salaires. Même la viande en Algérie, elle est moins chère qu'en France. Même les boissons sont moins chères en France. Mais c'est malhonnête de comparer ça. Quand on compare, il faut comparer les salaires. Quand on compare les salaires, c'est-à-dire pour combien j'ai un salaire pour mon salaire en Algérie, pour un salaire minimum en Algérie, j'ai combien de pleins? Alors pour en Algérie avec le salaire minimum, je peux faire 9 pleins. 9 pleins, même pas 10. Avec le salaire minimum en France, qui est de 1400 €, je peux faire 17 pleins. Vous voyez la différence? En France, avec le salaire minimum, je peux m'offrir plus de pleins qu'en Algérie, alors que l'Algérie est un pays pétrolier. La France n'est pas un pays pétrolier. L'Algérie produit du pétrole, la France ne produit pas du pétrole. Le carburant, il est pas cher, oui, mais les salaires en Algérie sont tellement bas, les salaires sont tellement bas que les subventions avec la cherté de les prix inférieurs de ces produits de première nécessité n'ont pas de coût important ou n'ont pas une influence importante sur le mode de vie des Algériens et des Algériens. Donc quand tu compares l'essence, compare-moi, ou le carburant, compare-moi les salaires. Avec le salaire, le même salaire minimum en France, combien de pleins je peux faire? Et quand tu vois qu'en France, je peux faire 17 pleins, ça veut dire qu'en Algérie, c'est un pays de misère sociale. Normalement, l'Algérie, un pays de pétrole et de gaz, normalement, minimum, avec mon salaire minimum, je peux faire 20 pleins. Là, je t'aurais dit oui. Là, je t'aurais dit oui, effectivement. Mais tu me mets les prix pas chers et tu me donnes des salaires très bas. La viande, 1 kilo de viande, il a 2000 dinars, pratiquement 10%. 10% du salaire minimum national. Est-ce que 1 kilo de viande, c'est 10% du SMIC en France? Est-ce qu'un kilo de viande, il fait 140 €? Non. Il faut comparer les salaires. Ailleurs, c'est pas cher. C'est un argument pour faire taire. C'est tout. Mais en réalité, ailleurs, c'est pas cher. En Algérie, les prix sont bas, mais les salaires sont très bas. Donc, quand les salaires sont très bas, tu peux me mettre les prix les plus bas possible. Quand le salaire est encore plus bas, il y a la misère sociale. Donc, économiquement, c'est pas vrai. C'est complètement faux. L'Algérie, les prix sont pas chers, mais les salaires sont insignifiants. Le salaire moyen national en Algérie est de 42 000 dinars. C'est-à-dire dans les 200 € et quelques. C'est avec 42 000 dinars, l'essence, la bouffe, etc. C'est énorme. Un restaurant en Algérie. Tu vas en Algérie, tu manges dans un bon restaurant. Pourquoi? 20 000 dinars. En euros, je 20 000 dinars. Mais pas 100 €. Mais pas 100 €, c'est ça. Dans les 80 €, après. 80 €, 20 000 dinars, c'est le salaire minimum en Algérie. 80 € en France, c'est le SMIC, c'est même pas 10% du SMIC. Donc, il faut comparer les salaires. Il faut comparer pas les prix. Ça, c'est une escroquerie. Tant que les salaires sont bas en Algérie, on est toujours dans une dialectique de misère sociale et de pauvreté. J'espère que j'ai été assez clair. Chafir Mesbah, voilà, je parlais de Chafir Mesbah. Mehdi, effectivement. Parce que tu as le tempérament de Tebboune. Il y avait une réunion sur le Mali, le Sahel. Et Chafir Mesbah assistait à cette réunion en tant que conseiller à la présidence. C'était en 2024. L'objectif de la réunion, c'était bon, disait, je vais les sanctionner, etc. Mais hachmou, j'adore les Maliens, ils ont insulté l'Algérie, ils nous ont trahis, ils n'acceptent pas les accords d'Alger. Tebboune voulait un conflit diplomatique et un bras de fer avec le Mali, qui est un voisin important, qui partage presque 1000 km de frontière avec nous.
et qui est un partenaire historique de l'Algérie. Cheikh Mousbah lui dit, Monsieur le Président, mais moi je propose, ça serait bien qu'on opte pour une autre approche. On pourrait initier le dialogue, des négociations, essayer de faire du lobbying autrement, privilégier le dialogue et non pas la force. Ça reste un partenaire important, un voisin important. On a d'autres cartes à faire jouer, on a d'autres moyens de pression. En pleine réunion, qu'est-ce qui se passe? Tebboune le regarde. Il chauffe Agda. Il se lève, il quitte la réunion. 24 heures après, Cheikh Mousbah, il est limogé. Il est relevé de ses fonctions. Tebboune m'éhmèche la contradiction. Il est aveuglé par ses certitudes. Il pense tout connaître. Il pense tout connaître. Un opposant, je ne citerai pas son nom. J'ai mangé avec lui pendant le mois sacré du Ramadan. Il m'a dit, j'ai réglé mes problèmes avec l'Algérie, etc. Essaie de faire toi. J'ai pas de problème avec l'Algérie, j'ai un problème avec le régime. L'Algérie, j'ai pas de problème, c'est mon pays. Moi, je défends mon pays. Je défends mon pays et j'en paye le prix fort. Il me dit, mais régler le problème, essaie de trouver un terrain d'entente, un compromis avec le régime Tebboune. Ok, comment tu as fait, toi? Il m'a dit ceci. Il m'a dit, écoute, le régime Tebboune, je vais t'expliquer. Tebboune, il est comme ma mère. Lui, il avait une mère qui était âgée et qui est morte il y a 6 mois de cela. Il m'a dit, ma mère, quand elle était compliquée, caractérielle et difficile. Sa mère lui a dit quoi? Elle lui a dit, écoute, mon fils, Anani, mec, moi je suis ta mère, ne me critique pas, ne me contredis pas, ne sois jamais contre moi. Tout ce que je te dis, tu l'appliques. Quand j'ai fait ça avec ma mère, 6 mois après, ma mère, elle est morte. Allah yarhamha. Il m'a dit, fais la même chose avec Tebboune. Il m'a dit, Tebboune, c'est comme ma mère. C'est des vieilles personnes âgées qui ne supportent pas la critique, la contradiction. Regardez comment Tebboune fonctionne. Il fonctionne comme ça. Donc, mettez-vous à ma place. Je suis un journaliste. Je dois renoncer à toute contradiction juste parce que Tebboune, il est âgé. Et c'est comme ça qu'on va construire le pays, c'est comme ça qu'on va gérer le pays. Donc, les services secrets, ils peuvent pas, même quand ils disent un rapport, mais يقراش même pas Tebboune. لو كان يحس بحاجة ما تعجبوش والله ما يقراه ولو باتون تاع لي سيرفيس هذاك بالك ناصر الجن. شفاو لها العيد تاع 2024. ناصر الجن وجد روحك. C'est Nasser. 2025, ils l'ont limogé, ils l'ont voulu mettre en prison. Pourquoi? Parce que Nasser الجن a eu un désaccord معهم. Il a eu un désaccord معهم. Et voilà. Donc, il m'accage, tu les contredis, tu deviens leur ennemi. Ils sont dans une logique, dans une logique autoritaire. Il est allergique à la contradiction. Tu ne peux pas construire et gérer un pays avec un président pareil. Allez, je m'arrête, on prend notre question. Tapotez, partagez, good life, good life, s'il vous plaît, good life, pour pouvoir ne pas perturber notre live et pouvoir ne pas l'interrompre. Good life. Belki premier, tu peux nous raconter la jeunesse d'Algérie Focus, s'il te plaît? Bon, Belki, Othman dit quoi? Est-ce que c'est vrai que les ménages en Algérie ne payent pas de gaz et de facture d'électricité? C'est complètement faux, Othman, c'est complètement faux. Alors je reviendrai à Belki dans un moment. Othman, c'est complètement faux. Les Algériens payent l'électricité et cette année 2026, elle coûtera plus cher. On l'a dit. La loi de finances 2026, elle a quadruplé. Elle a quadruplé le prix de la taxe d'habitation. En Algérie, il y a une taxe d'habitation, mais qu'on paye une fois par an, ou là une fois par trimestre. Avant, c'était une fois par trimestre, et elle est inclue dans la facture d'électricité. Elle est inclue dans la facture d'électricité. Et cette taxe d'habitation, elle était de 75 dinars par trimestre. Maintenant, elle va devenir plus de 400 dinars par an. Et pour les communes des wilayas qui sont pas prestigieuses, qui sont pas stratégiques, pour les communes des wilayas stratégiques, comme par exemple Oran, Alger, Constantine, etc. Pour ces wilayas-là, ça sera une taxe d'habitation de 800 dinars. Donc, on va voir dans la facture d'électricité. En Algérie, tu payes pas ton électricité, la sonde à gaz, elle peut te couper. Hein. Il n'y a pas la trêve hivernale en Algérie, où ils te coupent directement. Les Algériens paient leur électricité et elle est de plus en plus chère. Même si elle est subventionnée. Mais comme les salaires en Algérie sont bas, et le pouvoir d'achat il est faible, et la productivité elle est faible, et les salaires sont bas, même quand le produit il est subventionné, il demeure cher, parce que la problématique des salaires en Algérie n'a jamais été traitée. Alors, User, 16, etc. Pourquoi tu critiques ton pays? C'est ça? Pourquoi tu critiques ton pays? C'est une question très importante, Eshma. J'ai eu à faire ce débat tout à l'heure avant ce live. On ne critique pas l'Algérie en critiquant un régime algérien. Nous critiquons le régime algérien.
L'Algérie, on n'est pas en train de la critiquer, on est en train de la défendre. L'Algérie, elle est victime d'un régime autoritaire, dictatorial, corrompu et incompétent et inefficace. En disant cela, c'est parce qu'on veut du bien à notre pays. Un grand philosophe américain avait dit un jour, un vrai patriote est celui qui est prêt à défendre son pays, y compris contre son propre gouvernement. Tebboune, l'Algérie n'est pas sa propriété privée. Shingriha l'Algérie n'est pas leur propriété privée. Quand je dis que Tebboune a fait ceci, cela, ou quand je critique le gouvernement algérien, je ne salis pas la réputation de l'Algérie. Au contraire, je défends l'Algérie dans son intérêt général. Après, dans nos vidéos, dans nos émissions, les gens sont malhonnêtes, ils ne nous écoutent pas. Durant toutes nos émissions, on dit que l'Algérie est un beau pays, le peuple il est magnifique, nous avons des atouts extrêmement importants et que nous ne méritons pas ce sous-développement dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Parce que nous méritons d'être un pays émergent. On aurait pu être un pays puissant. Et ça, les atouts, les paysages de l'Algérie, les qualités de l'Algérie, nous n'avons jamais cessé de les mettre en avant. Et celui qui m'a posé une question sur Algérie Focus, allez-y sur YouTube, allez-y taper Algérie Positif, Algérie Focus. Votre serviteur Abdou Sammar, j'ai créé 2 fois le tour d'Algérie, qui s'appelle l'Algérie Positive, où j'ai fait le tour du pays en 2015 et en 2016 pour recenser les initiatives positives dans mon pays. Donc je n'ai pas de leçon de patriotisme à recevoir. Je n'ai pas. Le patriotisme, c'est pas de lécher les pieds de Tebboune. Le patriotisme, c'est pas de lécher les pieds de Shingriha. Ça s'appelle de l'esclavage. Ça, c'est pas du patriotisme. Moi, je défends mon pays qui est victime d'un dictateur. C'est parce que j'aime mon pays que je fais ça. Autrement dit, si je voulais, j'aurais pu changer de métier, j'aurais pu profiter comme les autres journalistes, en fait. J'aurais pu faire comme TSA, comme Algérie 360, comme Nahar, comme Cholo, négocier معهم, ندخل, ونقول تحية عمي تبون, وعندي salaire تاعي, وراني عايش la belle vie. Mais moi, j'ai une conscience. J'ai des valeurs. Moi, j'ai fait de la prison dans mon pays pour mes articles. Et je continue à payer le prix fort de ce combat que nous menons pour la liberté d'expression. Encore une fois, est-ce que Mediapart, quand il critique Emmanuel Macron, est-ce qu'il dénigre la France? Quand le New York Times critique Donald Trump, est-ce qu'il dénigre les États-Unis d'Amérique? Pas du tout. Quand la BBC ou quand The Guardian, attendez, on est en train d'être signalé, s'il vous plaît. On est en train d'être signalé, max de partage, s'il vous plaît. Good live, écrivez good live, good live, good live. Parce qu'on est en train d'être signalé et là, ça a failli être, on a failli être interrompu. Encore une fois, dénigrer son pays n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Et moi, d'abord, je dénigre pas Tebboune. Franchement, Tebboune a pris en otage mes enfants et ma famille. Est-ce que vous avez vu un jour Abdou Sammar dire du mal de la famille Tebboune? Est-ce qu'un jour j'ai insulté? Est-ce qu'un jour j'ai diffamé? Ils ont, dans un clip de propagande diffusé par la DGSN, institution de l'État algérien, ils ont mis mon intimité en Agda, directement, à la télé. J'ai même défendu Madame Tebboune. J'ai même défendu Maha Tebboune, la fille de Tebboune, quand la fille de Tebboune faisait l'objet de fake news, qui portent atteinte à son honneur et à sa réputation. J'ai même salué les vertus de Madame Tebboune. Quelqu'un dont les enfants sont kidnappés, et je trouve que je suis vraiment d'une gentillesse et d'une bienveillance exemplaire. Mais, encore une fois, quand je critique les dysfonctionnements du gouvernement dans mon pays, ça ne veut pas dire que je suis contre mon pays. Au contraire. Parce que nous voulons que notre pays évolue. C'est avec la liberté, c'est avec l'esprit critique que nous évoluons. C'est pas avec Chita. Maintenant, si on doit s'asseoir, tous dire vive l'Algérie, le one, two, three, c'est pas avec one, two, three, vive l'Algérie. Un vrai patriote, c'est celui qui identifie les insuffisances de son pays et qui propose des solutions pour les insuffisances de son pays. Donc, est-ce qu'on soit très clair pour ce débat qui est inutile, en fait? La liberté de la presse, critiquer un dirigeant, c'est pas critiquer le pays. L'Algérie a existé avant Tebboune et Shingriha, elle existera après Tebboune et Shingriha, et j'espère qu'elle existera le plus longtemps possible. Donc, on a le droit de les critiquer, ni plus, ni moins. Après, celui qui ne veut pas la liberté d'expression, qui n'aime pas la démocratie, qui est complexé parce qu'il y a des journaux libres et indépendants, là, c'est son problème. Il doit aller consulter un psychologue. Parce que, dans notre constitution, dans notre histoire, nos ancêtres ont fait une révolution. Katib Yassine a dit un jour, nous n'avons pas fait une grande révolution pour fermer nos gueules. Nous n'avons pas fait une grande révolution pour fermer nos gueules. Moi, je fermerai pas ma gueule. Je ne fermerai pas ma gueule. Je sais que ça plaît pas aux partisans de Tebboune, mais tant pis. Tapotez l'équipe. Aïe, tapotez à Jma'a.
L'oncle Ben, tu aimes ton pays plus que les écervelés qui créent la fitna. Merci beaucoup, oncle Ben. Franchement, si j'aimais pas l'Algérie, pourquoi je ferais ce métier? Mes enfants kidnappés, ma famille réprimée, j'ai perdu je vois pas mon pays, c'est simple, je rentre en Algérie, on dit chita, qui mène à la presse, on dit qui mène tout le monde. Mais si Algérie part et Abdou Samad disparaissent, si encore un espace médiatique va disparaître, qui va parler des préoccupations de nos compatriotes? Qui va parler de l'affaire Ibtissam Hamlaoui? Qui va parler de Ghalib El-Qsir? Qui va parler des problèmes de corruption en Algérie? Etc., etc., etc. Big Boss 0304, c'est vrai l'histoire des ISTN pour les 3B et les deux autres? Non, elle est complètement fausse, Big Boss. Nous avons confirmé qu'elle était fausse. Ni Boualam Boualam, ni Kamel Sidi Saïd n'ont été, ni Amirouch Hamadej, ni aucun conseil de Tebboune n'a été placé sous STN par la Saïd Chengriha. Pour une raison très simple, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, ne commande que la justice militaire et le renseignement militaire. Et donc c'est des civils, ils ont le passeport diplomatique, ils ont une certaine immunité parce que le décret de 2023 accorde des super pouvoirs aux conseillers, aux membres du cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Saïd Chengriha ne peut pas aller du jour du lendemain des noms ISTN. Elle est complètement fausse, c'est une information fausse. Itachibo, tu penses qu'un jour ça va s'améliorer entre toi et l'État algérien? Moi, j'ai pas de problème avec l'État algérien. Tu veux dire entre moi et le régime algérien? L'État algérien, j'ai pas de problème. La majorité de mes sources Itachibo c'est des gens bien placés au sein de l'État. Il y a une différence entre le régime, qui est un ensemble de lobbies et de groupes de décideurs, qui ont monopolisé le pouvoir et qui violent l'intérêt général et qui violent la démocratie, violent la constitution et qui abusent de leurs fonctions pour s'enrichir illégalement ou pour dominer la société et dominer le peuple algérien. Et l'État, c'est l'appareil technocratique. C'est l'ensemble des institutions. Les institutions, j'ai pas de problème avec eux. Moi, mes sources, j'ai des anciens ministres qui sont mes sources. J'ai des secrétaires généraux qui sont mes sources. J'ai beaucoup de sources et d'alliés au sein de l'État algérien. Le problème, il est avec le régime. Un jour ou l'autre, ça va s'améliorer, bien sûr, le régime Itachibo. Il a 80 piges, Tebboune. Il n'est pas éternel. 80 piges. Moi, j'ai 42. La biologie, elle est faite, c'est un combat, il est perdu d'avance pour eux. On a des jeunes, je suis d'accord, je peux mourir avant Tebboune. Comment ça, c'est possible. Mais disons que j'ai plus de chances de vivre que Tebboune. Bientôt, Tebboune fera partie du passé. L'avenir, c'est nous. L'avenir nous appartient. Et c'est nous qui vont l'écrire. Donc, non seulement ça va s'améliorer, mais ça va changer. Et il m'a dit, le général Mohamed Qaïdi est à la retraite. Il vit entre Oran et Alger. Il vit entre Oran. Il a une maison du côté pas loin des Andalous, à Ain Tork. Et il a aussi une maison du côté, dans la banlieue d'Alger, du côté de Kouba. Voilà, il vit à la retraite. Il est surveillé. Saïd Chengriha a voulu le faire emprisonner, il n'a pas réussi. Il a voulu le faire emprisonner, il n'a pas réussi. Ils l'ont convoqué, l'ont écouté pour certaines affaires. Mais ils n'ont pas réussi, c'est tout. Il est à la retraite. Les rumeurs qui ont circulé sur son emprisonnement n'ont jamais été des fausses rumeurs. MBK, quand penses-tu rentrer en Algérie? Dès que possible. Anna, demain, j'ai parlé avec des officiels algériens. Moi, demain, on me garantit que je peux exercer mon métier de journaliste libre en Algérie, indépendant, dans le cadre de la loi, en respectant la déontologie et l'éthique, je rentre demain. Je rentre demain. Mais je dis à MBK, أنا باش ندخل ونقول تحية عمي تبون وتحية عمي شنقريحة وتبون c'est le meilleur acteur du monde, c'est le plus sexy, Brad Pitt il est mauvais, etc. Je le ferai pas. Ça je le ferai pas. On me garantit que je rentre, je peux faire mon métier, je rentre. Mais attendez, moi j'ai fait Algérie partout en Algérie, moi je suis pas binational, hein. J'ai aucune nationalité. Moi, je suis né en Algérie, j'ai évolué en Algérie, j'ai été obligé de demander le refuge politique en France et la France ne m'a pas rendu de service. Moi, je l'ai dit à même des Français, des officiels français, je leur dis, vous m'avez pas rendu ça. C'est une loi. C'est la Convention de Genève. Il y a un droit international que la France a appliqué. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Moi, demain, on me laisse parler, on me laisse m'exprimer, je rentre. Demain, il y a un changement de régime, je rentre. Ni plus, ni moins. Après Tebboune, ça sera la même chose, votre condamnation sera appliquée, Tebboune ou pas. Oh, moi, qu'est-ce que t'en sais, t'as chouef, Madame Soleil. Abdelaziz Bouteflika, il était 10 ans en exil, 6 ans, il a passé plus de 6 ans en exil. On lui a fait une condamnation, il est rentré, il est devenu président de la République.
Les condamnations de ce système judiciaire sont des affaires politiques. Des affaires politiques. Les affaires politiques, elles n'ont rien à voir avec le droit. Khaled Nazar, avant que Gaye Salah ne meure, il était condamné à plus de 20 ans de prison aux trahisons. Maître Gaye Salah, Khaled Nazar est entré avec un avion présidentiel. Avec tapis rouge. Les condamnations de la justice algérienne, elles n'ont aucune crédibilité. Pour moi, elles sont des médailles. Elles valorisent mon travail. Et elles me reconnaissent en tant que journaliste influent et qui a de l'impact. Sur le plan du droit, c'est à jeter dans les poubelles. C'est du papier toilette, les verdicts de la justice algérienne. Aucune valeur. Aucune valeur. C'est des condamnations politiques arbitraires. Toutes les affaires dans lesquelles j'ai été condamné, j'ai eu raison. J'ai eu raison. Mes informations sont étayées, documentées à 80%. Et j'ai affronté l'État algérien et les régimes algériens et ses représentants en France, devant les juridictions françaises. Et j'ai gagné 95% de mes procès. Et le jour où la justice sera indépendante en Algérie, mais chez moi, j'affronte. Quand il y a des plaintes en France, moi je viens et je me présente. Personne ne m'a affronté. Un seul ministre m'a affronté. T'as l'ancien ministre des Transports. Un ancien ministre des Transports algérien. Il est venu à Paris, je l'ai affronté, yeux dans les yeux. Et j'ai gagné mon procès contre lui. Tous les autres sont des lâches. Personne ne m'a affronté. L'ancien ambassadeur d'Algérie, qui était là en 2020 et 2022, il a déposé 3 plaintes contre moi. Il y a eu un procès récemment. Il n'est jamais venu. Ils viennent jamais nous affronter. Parce que eux, c'est des lâches. Ils khafou. Anna, je suis là à affronter. Mahbabé. Dans n'importe quel commissariat. Dans n'importe quel tribunal. À condition que les règles soient, ce soient les règles du droit. La bataille du droit, on est là. Mais on m'a قاعدين يتخباو في الجزائر mais يخافوا. C'est normal. Donc, merci beaucoup, Ajmaat al-Khair. Allez, on poursuit ou pas? Allez. Uzer Bouchara. Oui, un beau pays, même magnifique, mais que faire avec la mentalité algérienne? Tebounia qui est 80%. Je crois pas, Uzer. Je crois pas que 80%, Tebounia est populaire parce qu'on a été loin, mais Tebboune. S'il était populaire, Tebboune, pourquoi ils ont trafiqué les chiffres des élections présidentielles de 2024? Regardez les bains de foule. C'est très simple. J'appelle à une expertise. Regardez les images, t'as les bains de foule de Bouteflika. Et regardez les bains de foot à Tebboune. Regardez les visites d'Argentine à Djelfa. Mais qu'est-ce? Ils ramènent des gens par bus. Personne, Tebboune, il est impopulaire. Bounari, il est impopulaire. Je crois pas, sur les réseaux sociaux, encore une fois, les réseaux sociaux ne traduisent pas la réalité algérienne. Les réseaux sociaux. Moi, la majorité, la réalité est autre chose. C'est que la majorité des Algériens et des Algériens sont d'accord avec nous. C'est tout. L'oncle Ben, peut-on parler d'un lavage de cerveau, comme en Corée? Oui, il y a une propagande algérienne qui est puissante, effectivement. Elle est très puissante, la propagande algérienne. Quand matin et soir, télévision publique, réseaux sociaux, sites électroniques, presse classique, on vous dit Abdel Samad est un traître. Les gens se posent des questions. Oui, on essaie de faire un lavage de cerveau. Mais il ne fonctionne pas. Parce que, à un moment donné, en communication, ce qu'on appelle l'effet boomerang. Quand tu en fais trop dans une propagande, tu obtiens l'effet inverse. Quand tu diabolises trop ton adversaire, tu le rends sympathique. C'est ce qui s'est passé avec le MAC. Le MAC était inconnu. Un mouvement folklorique. Tebboune داروا mouvement terroriste, وسبوهم, des traites, le Maroc, Israël, خلطوها كبروها بهم. Le MAC a gagné plus de sympathisants à l'époque de Tebboune qu'à l'époque de Bouteflika. Beaucoup plus de sympathisants. Il s'est fait un réseau international grâce à la propagande algérienne qui lui a donné une légitimité. Donc, khorté. Tout ça, c'est khorté. Les Algériens et les Algériens sont intelligents. Ils y croient pas. Que je fais la dernière vidéo d'Ernestina sur la marocophobie. Dans la télévision algérienne. C'est pas le Maroc. Elle a été visionnée plus de 5 millions en 24 heures. Pourquoi? Parce que les Algériens et les Algériens se sont réveillés. Ils se réveillent, ils ont un esprit critique. Ils comprennent que cette propagande n'a aucun sens. Et Abdel Samad est un traître. Facile à trahir. Je suis très avec moi. Toutes ces informations sont vraies. 80% sont vraies. C'est un pourcentage d'erreur, 10 à 20%. Mais allez, je n'aqbalha. 80. On n'a pas eu raison sur Belqsir, on n'a pas eu raison sur Wassili Bouazza, on n'a pas eu raison sur Farid Benchir, on n'a pas eu raison sur Allash l'aéroport d'Alger, on n'a pas eu raison sur Toufik Hakkar. La liste elle est longue. On n'a pas eu raison sur Ali Aoun. La liste elle est longue. Haza.
Quel conseil, attends, Mauritanie, crois-tu les bleds familiers au pouvoir renverseront ce système? Oui, oui, je pense qu'à un moment donné, il y aura une implosion de l'intérieur du système et que il y a au sein des services secrets, au sein de l'armée, au sein de l'État profond, au sein de la fonction publique, au sein de l'administration algérienne, il va y avoir des hauts responsables et des gens sincères et sérieux qui vont monter au créneau, qui vont créer une dynamique de changement de l'intérieur. Je crois que c'est possible. C'est d'ailleurs le scénario le plus souhaitable et le plus intéressant et le plus important. Hazza, quel conseil pour un Algérien de France qui veut s'installer en Algérie? Je lui ai dit d'abord d'être patient, d'identifier un secteur d'activité industrielle pour investir, ne pas investir dans l'immobilier où la dégringolade du dinar va dévaloriser son investissement, et surtout de se frotter à la réalité algérienne et de ne pas écouter la propagande officielle. Mais sinon, ça dépend d'abord de quel conseil. Il veut s'installer, ou c'est juste investir, ou c'est juste visiter. Ça dépend de quoi il s'agit réellement. Ahmed, si l'Algérie gagne la CAN, tu penses que le régime va utiliser ça abusivement? Mais je vais utiliser. D'ailleurs, enfin, mon mec, Boulbina, quand il a marqué le but contre la Congo, Kinshasa, etc., le ministre algérien, les ministres du régime de Bonn, ils ont soufflé, dès la fête, ils ont fait un couscous. Pourquoi? Quand même, imaginez s'il n'y avait pas la CAN. La grève des transporteurs aurait pris une dimension totalement, tout à fait autre, tout à fait différente. La colère populaire aurait été beaucoup plus grave. La CAN, elle a atténué la colère populaire. Elle a fait oublier la grève des transporteurs, par exemple. Elle fait oublier aux Algériens, les tensions qui ont été la polémique sur la révision de la Constitution, par exemple, et la volonté de Tebboune de se maintenir au pouvoir pendant 2 années supplémentaires. Donc oui, elle va être utilisée abusivement. Mais bon, les Algériens sont pas cons, hein. Ils sont pas idiots. L'euphorie de la CAN, elle aura un effet limité. La réalité va être rattrapée. Les Algériens ne vivent pas du foot. À la fin du mois, il faut payer ses factures. Il faut aller faire la queue pour trouver des produits de première nécessité ou des produits de large consommation. La CAN mettra fin à la pénurie des pneus et à la pénurie des pièces détachées. La CAN ne rendra pas les voitures plus accessibles pour les Algériens et les Algériens. La CAN ne va pas rendre les hôpitaux algériens plus humains et mieux développés. La CAN ne va pas améliorer la vie quotidienne des Algériens et des Algériens. Donc elle aura un effet. Rappelez-vous de 2019. Quand on a gagné en 2019, le régime a voulu l'utiliser pour casser le Hirak. Elle n'a pas eu un effet. Au contraire, elle a boosté le moral des Algériens et des Algériens. Elle a dit, comme on a gagné dans le foot, on peut gagner dans la politique. Donc elle peut fédérer davantage les Algériens et les Algériens, elle peut les réunir, elle peut les motiver pour demander le changement. L'oncle Ben, quelle est ta solution concrètement? Ma solution concrètement, je l'ai déjà proposée. Construire une société civile. Construire une opposition démocratique structurée et identifier un courant et faire confiance ou identifier, entrer en contact avec le courant progressiste au sein du pouvoir algérien pour faire du lobbying de l'intérieur et faire changer les choses. Voilà la solution que j'ai proposée. Je l'ai proposé à maintes reprises et je peux les détailler, etc. Tant que nous n'avons pas une société civile, des associations, des think tanks, des cercles de réflexion, des mouvements qui proposent des solutions sur le plan économique, sur le plan social, etc. Tant que nous n'avons pas des militants des droits de l'homme qui sont constitués, etc., qui ont des associations, qui ont des ligues. Donc nous n'avons pas, par exemple, comment on appelle ça, une opposition structurée, des partis politiques mûrs, matures, qui ont un langage sérieux, respectable, qui proposent une alternative. Tant qu'il n'y a pas une alliance entre nous et des gens au sein du pouvoir algérien, on va pas changer les choses. Donc ma solution, je l'ai proposée, Oncle Ben. Que pensez-vous du PT de Louisa Hannon? C'est un parti politique ordinaire, faible, je suis une base populaire. Louisa Hannon, elle a une belle image, mais aussi une très mauvaise image. Elle est trop proche du pouvoir algérien. À chaque fois, elle part voir le Majid Tebboune. Elle essaie de justifier un peu sa politique. Elle lui dit des choses, etc. C'est un facteur, Louisa Hannon, c'est un facteur. Mais elle mobilise pas les Algériens et les Algériens. Elle a une histoire, elle a une autorité, elle est respectable et respectée, mais elle n'est pas influente, elle n'est pas décisive, elle n'a pas vraiment un projet pour l'Algérie. Le PT, c'est un parti respectable, mais sans plus ni moins. C'est pas lui qui pourrait construire l'alternative, ni apporter l'alternative, malheureusement. Alors, Tariq CH, c'est quoi l'état profond plus exactement, Abdou? Et d'où vient leur puissance? L'état profond, c'est quoi? C'est une expression politique américaine qui a une histoire. Je crois que c'était Eisenhower qui a parlé. Qui a parlé de l'état profond.
C'est Eisenhower, je pense, si je me trompe pas. On va faire c'est Eisenhower, si vous pouvez vérifier. C'est Eisenhower. Je crois que c'est Eisenhower. C'est écrit aux États-Unis. C'est quoi l'État profond? C'est un groupe ou d'individus ou des mouvements ou des institutions qui sont dans l'ombre, et qui ont une influence certaine et décisive sur le fonctionnement d'un pays. Ou c'est des groupes d'individus, ou c'est un ensemble d'institutions, ou c'est des organismes, ou privés, ou publics, mais qui agissent dans l'ombre, qui ne s'affichent pas sur la scène publique, et qui ont la capacité, je dis bien qui ont la capacité, d'interagir ou d'influencer les prises de décision au niveau d'un État. En Algérie, c'est qui l'État profond? C'est les services secrets, les anciens des services secrets, c'est certains fonctionnaires de certaines institutions importantes, les institutions publiques, c'est des mouvements religieux et politiques importants, comme par exemple les Zawaya. Les mouvements Zawaya en Algérie sont très puissants. C'est un État profond. Zawaya, ils ont des influences. Il y a des décideurs algériens qui consultent des chefs de Zawiya. Des chefs de Zawiya qui orientent des décideurs politiques algériens. C'est des mouvements qui m'appellent les musulmans. Ça, l'État profond, c'est un ensemble de groupes et d'institutions politiques, économiques. Les oligarques, certains oligarques par le passé faisaient partie de l'État profond. Kimali Koninef, il n'apparaissait jamais en public, mais il influençait les Bouteflika, etc. Aujourd'hui, on a perdu l'oligarchie, elle a complètement disparu. C'est ça l'État profond. Leur véritable puissance, elle est là. Ils influencent les décideurs, ils font du lobbying, ils imposent des agendas, ils imposent des agendas précis à des décideurs, ils influencent le cours des événements. Donc, c'est selon les contextes, mais l'État profond en Algérie existe. C'est par exemple, les chefs de légion militaire font partie de l'État profond. Un chef de légion n'en parlait pas beaucoup. Mais voilà, généralement, c'est les institutions sécuritaires, certaines institutions religieuses et certains groupes d'hommes d'affaires, d'opérateurs économiques. À cela, il faut rajouter d'anciens responsables politiques, etc., qui agissent dans l'ombre. C'est ça ce que c'est l'État profond. Alors, là, d'autres questions, s'il vous plaît. Stella, que pensez-vous de l'affaire Cherif Mellel? Je l'ai dit, c'est un abus de pouvoir. Stella, j'ai consacré plusieurs émissions à Cherif Mellel, moi. Je peux te les montrer. Voilà, je peux te les montrer maintenant. Cherif Mellel, pour moi, c'est un détenu politique. Ni plus, ni moins. C'est quelqu'un qui a dérangé parce qu'il est kabyle. Il a fait peur au pouvoir Tebboune. Il va mobiliser la Kabylie, va mobiliser l'opinion publique en Kabylie. Et Cherif Mellel voulait faire de la politique. Il avait des ambitions politiques. Donc ça inquiétait, il n'était pas contrôlable. Chichiette. Là, c'est pas un chiette, il y a 9 mois de cela, 2 émissions, en grève de la faim depuis 13 jours, symbole de la répression. Je vous invite à la revoir. Symbole du déshonneur. Cherif Mellel, pour moi, c'est un détenu politique. Il leur faisait peur. Il voulait faire de la politique, il avait une grande autorité grâce à la GSK, il défendait l'identité berbère, etc. On a voulu lui coller une accusation comme quoi il est proche du mal, ce qui est complètement faux. Il n'a jamais été ni maquiste, ni autonomiste, ni rien du tout. C'est un patriote nationaliste algérien. Je l'ai connu personnellement, j'ai été son ami. Je l'ai connu au début, avant même qu'il devienne président de la GSK. C'est un fonceur, il est ambitieux, il a un caractère, c'est un homme de caractère, et il va jamais, c'est pour chichiette. Parce que chichiette, parce qu'ils mettraient l'ange sur le khat, tout simplement, et ben ils l'ont bousillé, ils l'ont détruit. Alors, moi, à la science, j'ai une question. Moi, accepte de débattre. Oui, quelle est ta question? Moi, à la science, moi, j'accepte bien de débattre avec toi. J'aimerais bien débattre, mais quelle est ta question? Je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux nous poser ta question, moi, à la science, pour ça soit plus explicite? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thomas, qu'est-ce qui se passe entre l'Algérie et la Tunisie? Il se passe d'habitude que de bonnes choses, sauf qu'avec Kais Saïd, l'actuel président tunisien, et le régime Tebboune actuel, la Tunisie n'a jamais été aussi dominée par l'Algérie.
par le régime algérien, pas par l'Algérie, je rappelle. La Tunisie et l'Algérie ont toujours été des partenaires importants sur le plan de la sécurité, sur le plan de la coopération sécuritaire, militaire et économique. Mais malheureusement, Kais Saïd tient énormément sa force et sa légitimité du parrainage du régime de Tebboune. Et les récents accords militaires sont inquiétants pour les Tunisiens parce qu'ils peuvent compromettre et violer la souveraineté de la Tunisie, dans la mesure où l'armée nationale algérienne a été autorisée à mener des opérations militaires à l'intérieur même du territoire tunisien entre 100 et 50 kilomètres. Où la Tunisie est obligée aujourd'hui de partager un certain nombre de renseignements, y compris sur des affaires politiques internes, des affaires internes en Tunisie, avec les autorités algériennes. Je vous donne un exemple. Moi, avant de me réfugier en France, je me suis réfugié en Tunisie, en 2019. Les autorités tunisiennes m'ont dit, tu dois partir. Tu n'es pas le bienvenu parce qu'on ne veut pas avoir un problème avec le frère algérien. À l'époque, il n'y avait pas Kais Saïd. Avant même Kais Saïd. Je leur ai dit, mais attendez, je ne pouvais pas me dégager comme ça quand même. Vous avez fait une révolution, j'ai pas avec le syndicat des journalistes. Non. La vie en Tunisie pour toi, elle est impossible. J'ai parlé, quand j'ai été exfiltré, Reporters sans frontières m'ont mis en contact avec un officiel tunisien qui m'a exfiltré de l'aéroport de Tunis. Vous imaginez, j'ai discuté avec lui, j'ai partagé une discussion avec lui, il m'a dit, écoute, est-ce que vous savez que le système, t'as la PAF, t'as la police aux frontières tunisienne, il est partagé, il est interconnecté, il y a une collaboration avec la PAF algérienne. Il y a la PAF tunisienne, elle a un accord avec la PAF algérienne, l'État tunisien a un accord avec l'État algérien, où l'État tunisien il est obligé de communiquer les entrées et les sorties du territoire tunisien d'un certain nombre de personnalités algériennes. Par exemple, tu es une personnalité algérienne, tu es ciblé par le régime algérien, si tu rentres et tu sors par la Tunisie, ils sont obligés de te signaler à l'Algérie. Ça clignote dans le système interne de la PAF tunisienne, qu'ils doivent informer les autorités algériennes. Les autorités algériennes, vous savez, ils considèrent toute personnalité politique, par exemple, comme terroriste. Les Tunisiens sont obligés de l'arrêter, de le capturer et de le remettre en Algérie. C'est un exemple concret. Il y a une interdépendance énorme. Mais une interdépendance énorme. Et les opposants tunisiens ont tout à fait le droit de craindre, malheureusement, cette interdépendance, elle s'est encore aggravée avec Kais Saïd. Kais Saïd, en réalité, il faut dire la vérité. La Tunisie est une province algérienne. Le régime algérien peut faire ce qu'il veut. Il y a des personnalités, il y a des opposants algériens qui ont été arrêtés en Tunisie et ramenés de force. Comme le cas de Slimane, le réfugié, comment il s'appelle Slimane? Slimane Bouhafs, je pense. C'était en 2023. Il a été arrêté directement, Meddo directement. Les Algériens, comme le cas de, comment il s'appelle, Tleba, Bahadine Tleba. Comme l'histoire, il a été arrêté en Tunisie. Les services de sécurité algériens ils ont noyauté la Tunisie. Et cette interdépendance, on se demande des fois, est-ce que la Tunisie est réellement indépendante vis-à-vis de l'Algérie? Et ça, et depuis l'arrivée de Kais Saïd, cette dépendance de la Tunisie vis-à-vis de l'Algérie s'est aggravée en matière économique, en matière militaire, en matière sécuritaire. Et c'est inquiétant. Clairement, quand tu es un opposant algérien, il vaut mieux ne pas rester en Tunisie. Tu peux même pas passer par la Tunisie. Un exemple concret. Voilà, un peu l'inquiétude et les inquiétudes. Allez, on commence à se fatiguer. On va minuit 30, on arrête. Allez, 8 minutes, on arrête 1h30 de live. Et ça va suffire. Épinglé. Alors, que penses-tu de la vidéo de la chaîne de 15? Je l'ai pas vue. De quelle vidéo tu parles réellement? Le nouveau S. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu de vidéo de Rachid de prendre la chaîne de 15. Je n'ai pas vu. Je l'ai pas vu, donc... Salut, est-ce qu'il y a des nouvelles sur le dossier Genfouda? Non, dossier Genfouda, il n'y a pas eu de nouvelles. J'avoue, c'est une affaire de trafic de drogue et d'influence qui a secoué la wilaya de Mostaganem et qui a été enterrée parce que les événements de l'actualité algérienne par la suite sont devenus beaucoup plus importants, beaucoup plus graves. Et Genfouda, c'est quoi? C'est un petit affairiste entre Oran et voilà. Voilà. Bouhafs, voilà, Slimane Bouhafs qui a été enlevé en Tunisie le 27 août 2021, alors qu'il résidait à Tunis sous la protection du Haut Commissariat aux réfugiés. Voilà, a été enlevé à son domicile par des hommes armés. Voilà.
des agents algériens sont partis arrêter Slimane Bouhafs directement en Tunisie, alors qu'il était réfugié en Tunisie. La Tunisie n'a aucune souveraineté par rapport au régime Tebboune. Je dis avec beaucoup de respect pour mes amis tunisiens, avec beaucoup de désolation et d'amertume. Alors, Chinit Fodel, l'Algérie fera-t-elle semblant de perdre contre le Nigeria pour éviter le Maroc? Non, Chinit, jamais, au contraire. L'Algérie a tout intérêt à gagner contre le Nigeria pour affronter le Maroc en demi-finale et pour continuer à utiliser l'euphorie de la CAN pour détourner l'attention des Algériens et des Algériens sur les problèmes économiques et sociaux et politiques du pays. Au contraire, l'Algérie, l'équipe nationale d'Algérie, elle a besoin de cette demi-finale. Au contraire, aujourd'hui, elle est sous pression. Le Maroc, en se qualifiant aujourd'hui, il a mis la pression sur l'équipe nationale d'Algérie, qui va essayer de tout faire pour gagner contre le Nigeria. C'est un match politique, oui, mais pour le régime algérien, c'est un match aussi symbolique. Vous imaginez si l'Algérie va éliminer le Maroc et va aller en finale? Tebboune va exulter, il va danser. Et bien sûr, le régime algérien va essayer de manipuler, de dire, il y a des tentatives de saboter, des tentatives de faire du mal à l'équipe nationale, de truquer le match, etc. Donc, ils vont essayer de politiser ce match au maximum. C'est pour ça qu'on doit se mobiliser, doit rester vigilant pour lutter contre toutes les fake news et toutes les tentatives de désinformation. Merci beaucoup, Eshmaat El Khair. Il reste encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et nous allons clôturer ce live. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, vous nous restez sur notre faim parce que vous ne montez pas. On ne maîtrise pas encore l'outil qui nous permettra de vous permettre de monter avec nous en vidéo ou de débattre avec nous. Mais on essaie de lire toutes votre questions et on essaiera d'être, voilà, quand ouvras-tu les débats? Live, tu nous laisses sur notre faim. Bientôt, Mauritanus. On va bientôt, dès le mois de février, allez, on se donne dès le mois de février, encore un mois d'entraînement et de maîtrise des outils de TikTok. Nous sommes nouveaux sur TikTok, nous sommes vraiment nouveaux et nous allons vous inviter à des débats. Chardo, Mnekes dénonce le renouvellement des contrats pétroliers avec la mafia indonésienne pendant 5 ans. Oui, à cette vidéo, je l'ai survolée. J'ai pas pris encore de connaissance des éléments factuels de cette affaire. Oui, après, voilà, il y a des, après, attention, la chaîne des caisses, je l'ai rencontré, je lui ai toujours dit que tu exagères beaucoup quand tu parles du domaine économique. Vous savez, Total a été condamné dans des affaires graves. Total, elle est mise en cause pour relation avec Daesh en Syrie. Ça n'empêche que Total, elle a des projets en Algérie. Les compagnies multinationales, souvent, elles sont condamnées ou elles sont impliquées dans des grands scandales à l'échelle internationale. Mais c'est pas, et d'ailleurs, souvent, c'est des affaires qui n'ont pas été encore jugées. Eni, Saipem, filiale de Eni, de grosses affaires de corruption, partout dans les pays africains. On en a parlé, j'ai eu même un procès face à la compagnie Eni, par exemple. Mais c'est pas parce qu'elles ont une affaire elles ont été condamnées dans un pays ou dans un contexte précis qu'il faut leur interdire d'investir en Algérie. Non, pas du tout. Et si en Algérie, elles sont respectueuses des lois, et elles sont respectueuses de la fiscalité algérienne et de l'intérêt général en Algérie, marhaba. Si on commence à trier et à privilégier uniquement les compagnies qui n'ont pas eu de problème avec la justice, il restera pas beaucoup. Il n'y a aucune multinationale, je dis bien, il n'y a aucune multinationale qui n'a pas eu des problèmes ou des déboires judiciaires à un moment donné dans des pays compliqués. Kamel Phoenix, lors de ton débat avec Rachid Hachachi, pourquoi tu as fait des concessions? J'aimerais bien, Kamel, tu me donnes une concession que j'ai fait dans mon débat, que j'ai fait il y a de cela 1 mois face à Rachid Hachachi. Au contraire, les Marocains qui m'ont regardé m'ont même traité d'anti-marocain, d'agent des services secrets algériens, et je sais pas quoi. Donne-moi une seule concession que j'ai faite. Donne-moi une seule concession. Je t'écouterai avec plaisir. Je n'ai fait absolument aucune concession. Je n'ai pas d'ailleurs à faire des concessions. C'était un débat respectueux. Nous avons échangé et dialogué le plus normalement du monde. Et c'était un débat très très suivi d'ailleurs, qui a eu beaucoup d'écho. Pourquoi les Algériens de France sont sous hypnose de Tebboune? Haza, je me pose la même question, effectivement. Certains Franco-Algériens sont malheureusement inconscients et ne connaissent pas la réalité de l'Algérie. Je pense que c'est par inconscience. D'abord, je pense pas que tous les Algériens de France sont hypnotisés par Tebboune ou là sont d'accord avec Tebboune. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense pas. Il y a certains Franco-Algériens
C'est pas les Algériens de France, ce sont les Algériens qui sont nés en France, qui n'ont jamais vécu en Algérie, qui savent pas ce que c'est que les droits de l'homme, les violations des droits de l'homme, parce qu'eux ils vivent en France, qui savent pas ce que c'est que les détentions arbitraires, qui savent pas ce que c'est que les détentions politiques, et qui n'ont pas conscience de la réalité algérienne, et qui malheureusement sont intoxiqués par les campagnes menées sur les réseaux sociaux par les influenceurs et par les relais de la propagande algérienne. C'est tout. Mais je crois pas qu'ils sont aussi nombreux que cela, vraiment. Il y a beaucoup de Franco-Algériens, d'Algériens de France qui sont pour la démocratie, qui critiquent, qui sont très déçus par le bilan en matière de droits de l'homme, en matière de développement économique, etc. Il y a beaucoup de Franco-Algériens, ils sont un peu matures, ils sont un peu intelligents. Vous avez une minorité voilà, d'énergumènes, des gens. Et vous avez toujours des camps partout dans le monde, que ce soit les Algériens de France, les Algériens du Canada, ou les Algériens d'Algérie aussi. Moi, je crois pas qu'il y a une sympathie particulière en faveur du régime Tebboune au sein de la communauté algérienne en France. Béchir, la Tchétchénie a-t-elle, selon toi, une part de responsabilité dans l'état actuel du pays? Ça dépend qu'est-ce que tu entends par la Tchétchénie. Je sais pas si on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que la Tchétchénie, Béchir? Est-ce que c'est les enfants de riches? Est-ce que c'est les enfants de la nomenclatura? Après, si tu es un enfant d'un riche qui a travaillé durement dans sa vie pour être riche, je vois pas quelle serait leur responsabilité dans l'état actuel du pays. Si tu es un enfant d'un dirigeant algérien et que tu as profité des richesses nationales, de la fonction de ton père pour t'enrichir et pour abuser, ça c'est autre chose. Est-ce que c'est vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'on entend par Tchétchénie. Azmoul, pourquoi Tebboune attaque Hamas? Parce que le parti islamiste Hamas commence à devenir critique, il commence à réclamer sa part du gâteau. Le Hamas a soutenu le MSP de son nom actuel, le MSP, a soutenu Abdelmadjid Tebboune pour son deuxième mandat. Il a joué le jeu des élections présidentielles anticipées. Ils ont eu leur candidat, ils ont accepté les résultats truqués, ils ont accepté la mascarade électorale, et Tebboune leur a promis des sièges, il leur a promis des choses. Il leur a promis une place importante au sein du Parlement. Il leur a promis une place importante sur la scène politique algérienne. Il leur a promis des postes de ministères, de certains ministères. Et il n'a tenu aucune de ces promesses. Tebboune les a manipulés. Et maintenant le MSP découvre, comme par hasard, que Tebboune s'est foutu de leur gueule, qu'il n'a pas honoré ses engagements. Donc ils renforcent leurs critiques, ils montent au créneau pour critiquer. Ils commencent à avoir des critiques assez sévères sur la situation actuelle du pays. Parce que, pour rappeler à Tebboune qu'il a manqué à ses engagements. Voilà, mesdames et messieurs, les minuit 31 épinglés. 2026 sera-t-elle une année décisive à Abdou pour l'Algérie? Très décisive et très importante. C'est l'année, pour moi, c'est l'année charnière. Pourquoi? Parce qu'en 2026, on aura une situation particulière pour les réserves de change. On s'approchera de la barre des 50 millions d'habitants. C'est une année, on le voit sur le plan géopolitique mondial, il y a beaucoup de mutations, beaucoup de changements. Ce qui se passe au Venezuela, la paix peut être probable entre l'Ukraine et la Russie. On est à une année avant les élections présidentielles françaises, qui auront un impact important sur la suite des événements en Algérie, étant donné que la France, pour l'Algérie, c'est une question de politique interne, comme l'Algérie est pour la France une question de politique interne aussi. Donc c'est une année importante, très importante sur le plan économique et social. Pas mal de vérités vont émerger. Là, on verra le véritable visage du bilan de Tebboune. Le dinar qui va dégringoler encore, les réserves de change qui vont baisser encore, le chômage qui risque d'augmenter, la production économique nationale qui est encore faible, les déséquilibres économiques qui vont émerger, parce qu'en 2024, en 2023, avec les réserves de change qu'on avait, on pouvait les maquiller, la politique anti-importation du pays qui va être qui a causé des dégâts et dont les dégâts seront très visibles cette année. Ahmed, quiz. Ahmedou Yahya ou Majid Tebboune? Ahmedou Yahya. Ya Hassan. Oui, j'ai obtenu, alhamdoulilah. Oui, Yahya est 1000 fois meilleur que Tebboune. 1000 fois meilleur que Tebboune. Et merci Ahmed pour ton... c'est une très bonne idée de proposer des quiz comme ça. On devrait le faire. Merci beaucoup Ahmed pour ton initiative. Vraiment, merci beaucoup. Zoukan A. Est-ce que l'Algérie deviendra un jour populaire et démocratique? Je l'espère. Populaire, elle l'est déjà. Populiste, elle l'est plutôt. Elle est beaucoup plus populiste que populaire. Démocratique, c'est le combat que nous sommes en train de mener. Est-ce qu'elle le deviendra un jour? Je l'espère bien. Je suis optimiste.
Le pessimisme est un luxe que je ne peux pas me permettre. Après, ce ne sera pas une démocratie à la suédoise ou à la suisse ou à la française, etc. Ce sera avec des spécificités locales, avec des imperfections locales que nous allons essayer d'améliorer petit à petit, c'est tout. El Caramelio, que penses-tu des 1500 $ de caution que donnera les USA pour la Coupe du Monde? Je l'ai 1500 $, 15 000 $. J'en ai parlé au début de l'émission. Au début du live, j'ai expliqué les tenants, les aboutissants. El Caramelio, pour ne pas revenir en arrière parce qu'on est vers la fin. Demain, retrouve notre live intégralement sur notre chaîne YouTube Abdel Samar. On va le partager sur notre chaîne YouTube et tu trouveras au début toutes les réponses à ce sujet que nous avons traité d'abord, que les médias algériens ignorent et occultent. Certainement, il a été censuré en Algérie. Béchir X, pourquoi l'État minimise le rôle de Abban al-Hamdan dans la lutte pour la cause nationale? Il ne minimise pas, non, officiellement non. Il n'est pas suffisamment enseigné, mis en valeur. Et le film d'ailleurs de Bachir Draïs sur Abban al-Hamdan est toujours censuré parce que le personnage dérange. Parce qu'Abban al-Hamdan était démocrate et était contre l'emprise du militaire et du sécuritaire sur le politique. Abban al-Hamdan, il incarne la dialectique et la problématique entre le politique et le militaire. Abban al-Hamdan était ouvert d'esprit. Abban al-Hamdan était contre les corrompus, etc., etc. C'était un dur à cuire. Le personnage dérange parce qu'il réveille les mauvais démons de l'histoire de l'Algérie. Vieux loup, please, pourquoi les USA ont levé la barre haute pour obtenir un visa? Thanks. On a déjà répondu à cette question au début de ce live. Tu vas le retrouver. Retrouve la réponse retrouve la réponse dans le live que nous allons intégralement diffuser demain. KB, allez, c'est la dernière question. Hein. KB, pourquoi t'as quitté le journal Watan pour que tout le monde connaisse leur relation avec les services? KB, j'ai quitté le journal Watan parce que je voulais diriger Algérie Focus. J'avais un désaccord dans la gestion de la rédaction web avec le responsable du service web de Watan, qui a immigré maintenant, qui est au Canada. J'avais des désaccords profonds au niveau du travail, au niveau de la qualité et de la quantité du travail. Et j'étais pas d'accord sur certains points dans la ligne éditoriale d'Al-Watan et j'ai quitté. J'estimais que sur certains sujets, je n'étais pas assez indépendant et j'ai quitté Al-Watan. Je voulais préférer créer Algérie Focus et le piloter pour ensuite créer Algérie Part. Et j'étais parmi les pionniers d'ailleurs de journalisme web à l'époque, si vous vous rappelez. Quand est-ce que tu peux nous dire sur les douaniers algériens qui votent dans le sac des immigrants qui viennent en vacances? Oui, on a beaucoup parlé des douaniers, hein, réserveurs. On a beaucoup parlé des douaniers algériens. On a beaucoup parlé, là, les douaniers, on les a abordés énormément sur pas mal de nos émissions. Allez, l'oncle Ben, on va terminer avec toi ou pas? Allez. Je suis intimement convaincu que les pays du Maghreb sont les futurs pays du Golfe. Oui, le potentiel, il est là. Le potentiel, il est là. Il y a un potentiel important. Est-ce qu'ils seront les pays du Golfe? Non. C'est pas le modèle que je vois. Moi, je pense que ce sera beaucoup plus les pays de l'Asie les pays de l'Asie du Sud-Est. Le futur Vietnam, le futur Malaisie, le futur Thaïlande. Des pays avec des croissances économiques importantes, avec des industries locales qui se développent, et avec une véritable démocratisation ou un assouplissement des systèmes autoritaires. Mais ce ne sera pas les pays du Golfe. Vu les populations comment elles sont plus importantes, vu qu'il n'y a pas les mêmes ressources naturelles que les Émirats, le Koweït ou le Qatar, etc., ce ne sera pas les pays du Golfe. Là, je suis pas d'accord. Mais des tigres économiques comme le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande, oui, ça, pour moi, ce sera le véritable modèle. Kamel Phoenix, vois-tu un dénouement entre le Quai d'Orsay et Alger prochainement? Non. Avec Tebboune, non. Et surtout à cause de l'affaire MLDZ. L'affaire MLDZ va empêcher la réconciliation entre Alger et Paris. Parce que l'affaire MLDZ implique des plus hauts responsables algériens. Et le parquet national antiterroriste ne veut pas renoncer à son travail d'investigation. Il y a eu un opposant algérien qui a été kidnappé et qu'on a failli assassiner en France. Donc l'affaire MLDZ va hanter les relations algéro-françaises. Et le régime Tebboune a commis une connerie hallucinante, une connerie inimaginable avec l'affaire MLDZ. Donc ça va pas cesser, ça ne va pas cesser et il y aura pas de réconciliation tant que l'affaire MLDZ n'est pas éclaircie et résolue définitivement.
Mark Lenders, que fera l'Algérie quand il n'y aura plus de pétrole? Ben, elle retroussera les manches et elle travaillera. Peut-être ce jour-là, on va changer, on va évoluer. Peut-être ce jour-là, on va rompre avec la mentalité rentière, et ce jour-là, on va aller vers le meilleur. Et ce jour-là, on comprendra la valeur du travail, et la valeur de l'effort. Et à côté, à quel point Amir Dezed a fait du mal au régime? À un point énorme. S'ils ont organisé une opération de kidnapping, pour le kidnapper, pour l'enlever, ça veut dire qu'il leur a fait énormément de mal. Ça veut dire il les a vraiment touchés. Ça veut dire qu'il les a vraiment bousculés. Ça veut dire qu'il les a vraiment bousillés. Donc il leur a fait énormément de mal. Il leur a fait énormément de mal. Je le confirme. Mais les autres, au moins, ils supportent pas la critique. Bon, c'est vrai qu'un maire, des fois, il abuse quand il parle de leur vie privée, etc. Moi, j'ai eu ce débat avec lui. La position de Emile, elle est claire. Moi, je parle de la vie privée des dirigeants parce que les dirigeants font du mal à leur peuple. Donc, je me permets de parler de leur vie privée comme eux, ils parlent de la vie privée des opposants, etc. On peut ne pas, encore une fois, approuver les méthodes utilisées par la MLDZ, mais il est là, il les dérange. Il les dérange. Et même si on n'est pas d'accord avec ces méthodes, on n'a pas le droit d'aller le kidnapper, de l'enlever ou de lui faire ce qu'on lui a fait. Ça reste un crime terroriste très grave. Ahmed, bonsoir à toi et à toute l'équipe d'Algérie Park. Merci beaucoup. Allez, on va à 39 à 40. On habsou ya jamaat al khair.